C'est à une petite balade que je vous convie, en compagnie de Raymond le jardinier, qui me fait visiter sa parcelle, sa friche, comme il dit. Vous pourrez ainsi glaner plein d'informations intéressantes sur les plantes mellifères ou les plantes bénéfiques au compostage. Alors Raymond, nous sommes dans votre parcelle. Est-ce que vous pouvez me dire un petit peu ce que vous plantez ? Alors là, vous voyez, il y a des tomates. Là. Alors les tomates, j'ai installé un goutte à goutte particulier avec des bouteilles de plastique que je perce au fond. Je les remplis d'eau. Ça fait une réserve d'eau qui s'écoule directement aux racines de chaque plant. Il y a une bouteille par plant. Il faut remplir la bouteille souvent ? Il faut à peu près une fois par semaine, et comme ça on a un arrosage un peu régulier toute la semaine et on voit que les tomates sont bien, malgré la chaleur, sont en bon état. Oui, c'est vrai. Et donc c'est peut-être aussi parce que le sol est recouvert. Voilà, et le sol aussi, il y a un paillage au niveau du sol qui évite l'évaporation de l'eau trop rapidement. D'accord. On passe à un autre carré. Alors, il y a aussi des plantes comme la consoude là, ou la thanasie, ces fleurs jaunes qu'on voit là-bas, qui sont des plantes que l'on cultive et que l'on met au composteur. C'est des activateurs pour le compostage des déchets verts. Et ces plantes attirent aussi beaucoup les insectes, notamment sur la thanasie. Il y a souvent beaucoup de coccinelles. D'accord. Okay. Et donc ce sont des éléments importants pour le compostage. Ah oui, tout à fait, parce que ça aide à ce que les végétaux se décomposent plus vite et fabriquent du terreau. D'accord. À l'extérieur du jardin, il y a toute une zone de compostage, avec au moins 3 tas pour les différentes maturations. Et oui, la zone de compostage est importante aussi. Et oui, on a aussi un compostage collectif qui est où les jardiniers, quand ils ramassent les légumes, les déchets, les feuilles sont mises au compostage. Et après, au bout d'un certain temps, on le récolte, on le tamise et on a un engrais, enfin on a du terreau naturel. Il y a différents tas, en fait, Oui, alors, quand un tas est rempli, on le laisse, on le ferme, on en ouvre un autre et on laisse finir la décomposition. Il faut des fois, l'été, l'arroser un petit peu. Et après, quand c'est bien décomposé, on retire le terreau qui s'est formé dessous et qui est rempli d'insectes ou d'animaux, notamment des vers de terre, que l'on utilise dans les cultures, dans les plantations, dans les jardins. D'accord. On peut montrer la friche aussi. Les légumes là sont entourés d'herbes un peu folles, que je laisse un peu volontairement pour justement la biodiversité. Et en fait, dans les grandes chaleurs, ça protège aussi contre le soleil, enfin ça évite que les légumes prunent. Et l'hiver, où j'avais mis des fèves qui étaient entourées de verdure comme ça, elles n'ont pas gelé parce qu'elles étaient protégées par l'entourage. En bordure du jardin aussi, on a des plantes aromatiques telles lavande, thanasie, qui font que les insectes viennent pour polliniser. Et ça sert à la pollinisation de toutes les plantes dans le jardin. On voit là des bourdons par exemple, il y a beaucoup d'abeilles qui viennent. Super. Là on a des patates douces, là, qu'il n'y a pas longtemps qu'on en met dans les jardins. Et c'est des légumes qui s'adaptent très bien au climat et qui produisent pas mal aussi. D'accord. Et donc la récolte de ces légumes-là, par exemple, elle arrive plutôt à quel moment ? On va commencer à récolter ça au mois de septembre, là, avec les courgettes, les citrouilles, les aubergines. Déjà, ça commence un peu en août et ça se continue jusqu'à l'automne, y compris les pommes de terre aussi. Pour vous, la biodiversité, c'est important ?
Ah oui, c'est très important. Par exemple, on privilégie la présence de coccinelles, d'abeilles, tout ça. Par exemple, quand on a des pucerons, les coccinelles sont très présentes parce qu'elles viennent manger les pucerons, et les fourmis viennent aussi parce que les pucerons sécrètent un liquide sucré dont les fourmis sont friandes. Donc elles font des élevages de pucerons, les fourmis. J'ai cru comprendre qu'il y avait maintenant des hérissons. Oui, depuis quelque temps, on a trouvé des hérissons dans le jardin, donc on fait attention de les protéger, notamment quand on passe le rotofil. On regarde s'ils ne sont pas là. On va pour l'hiver leur faire des abris pour qu'ils trouvent refuge sous des planches ou dans des feuilles. Ils vont se cacher et hiverner là-dedans. Et après, ils sont très utiles pour manger les escargots, les limaces et tout ça. Et du coup, on demande aux jardiniers de ne pas mettre de pesticides, notamment de produits toxiques contre les escargots et les limaces. Les hérissons sont bien plus intéressants que les produits chimiques. J'ai croisé Benjamin et Irène, un petit couple qui fait beaucoup pour le jardin, notamment l'aménagement de l'espace colibri pour les enfants. Benjamin, quelle est ton expérience ? Mon expérience est très agréable en tout cas. Voilà, ça fait maintenant presque 2 ans qu'on est dans l'association. On est rentré en janvier 2024. Voilà, on a eu le droit à une belle petite parcelle bien ensoleillée, avec le travail, une terre très argileuse et très dure à travailler au début, donc beaucoup de sueur la première année, et là maintenant c'est la 2e année, donc on commence vraiment à être beaucoup plus intégré, et puis le travail est plus facile. C'est une super expérience associative. On est beaucoup dans le tissu associatif de Castanet, entre la MJC, le sport, les jeux de société, etc. Donc on participe pas mal. Voilà, après c'est toujours agréable de rencontrer d'autres jardiniers, d'autres types de cultures, voir le choc des générations et des types d'agriculture qui peuvent se mélanger ici, à chacun son style. Et vous alors, c'est plutôt permaculture ou jardinage traditionnel ? Nous on est plutôt dans la permaculture, oui. Après voilà, on n'est pas non plus complètement fixé sur la chose, mais c'est vrai que l'objectif c'est quand même d'aller vers de la permaculture. De la parcelle pour essayer de pas trop... Il y a une pratique qu'on appelle le travail sur le jardinage sur sol vivant, agriculture sur sol vivant, donc c'est pas tout à fait la permaculture, mais c'est un type un peu traditionnel avec le moins de travail du sol possible. Et donc vous faites partie des jeunes familles en fait, il n'y en a pas tant que ça, non ? Je sais pas si on fait partie des jeunes parents, en tout cas ça c'est sûr. Après des jeunes famille, il y a quelques couples qui sont un peu plus jeunes que nous. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de couples retraités. Mais après, il y a un renouvellement assez important là, depuis les 3-4 dernières années, avec beaucoup de gens qui viennent avec leurs enfants pour se reconnecter un peu à la terre, plus que juste pour produire des légumes. Ça, c'est sûr que il y a un changement de paradigme. Et pour vous, c'est pour produire des légumes, c'est récréatif, c'est différentes choses ? C'est plus dans un but éducatif et récréatif. Et aussi avoir un espace extérieur, c'est très intéressant parce qu'on habite en appartement, on a un chien, et donc c'est vrai qu'avoir un espace extérieur où on peut venir manger le midi et puis passer un moment et que Louise s'amuse. Et voilà, c'est surtout ça. Après, le fait de cultiver des légumes, c'est toujours agréable, de récolter ses propres légumes, des variétés un petit peu différentes. Chaque année, moi, je suis scientifique à la base, donc je fais des petites expériences et essayer de faire tester des choses différentes, qui avec plus ou moins de succès d'ailleurs. Comme quoi par exemple ? Moi, ça fait 2 ans que j'essaie de faire des piments et à chaque fois ça se passe mal. Là encore ils sont morts très récemment, donc voilà, ça marche pas bien. C'est très difficile en tout cas, le sol s'y prête pas. Irène, donc tu es la compagne de Benjamin et tu es jardinière aussi, mais j'ai vu aussi que tu avais créé l'espace colibri. Oui, je participe au jardin dans notre parcelle, mais je voudrais faire participer les enfants un peu plus et aussi
présenter la nature autrement, vraiment avec la main dans la terre. Et j'ai remarqué que Louise, en fait, elle s'ennuyait au jardin quand on venait qu'à la parcelle jardinée. Elle voulait même donner la parcelle à quelqu'un. Et là, j'ai eu un petit point de dire il faut que le jardin soit intéressant pour les enfants et comment mettre ça en place. Et du coup, en parlant avec Raymond et en voyant qu'il y avait un espace déjà avec quelques matériels, et on a aménagé l'espace pour que ce soit vraiment pour qu'ils puissent jouer et pas juste accompagner les parents parce qu'au bout de 10-20 minutes maximum, ils s'ennuient. Donc là, petit à petit, la nature est présentée. Ils ont plus envie de faire des semis, ils ont envie de planter, voilà. Mais un petit peu, ils revenir jouer, faire un peu de tout. Donc c'était vraiment pour qu'elles s'intéressent. Et aussi, maintenant, ça me donne envie de faire des ateliers autour de la nature. C'est super. Et moi, j'aime bien être dans la nature. Et des fois, juste faire des balades randonnées, ça ne me suffit pas. Ouais. Et il faut vraiment voir les choses, la saison qui change, les animaux. Cette année, on a mis une mangeoire dans le balcon. On a vu, et au jardin aussi, donc il y a les animaux qui restent là en hiver et qui repartent. Et tout ça en voyant de près, en participant. Ouais. Pas juste aller en forêt, faire une balade et venir à notre appart, à notre vie de tous les jours. Oui, donc aujourd'hui, il y avait un petit hérisson dans le jardin. Justement, et c'était justement avec les enfants, on baladait autour, vraiment on est sorti de Colibri, on est allé au fond du jardin pour voir un petit peu d'autres choses et on a vu un hérisson. Et là c'était vraiment, c'est émouvant, c'était super chouette. Merci. Merci à vous. Merci à vous.